C'est bon? Ok. Alors je mets quand même un chronomètre pour être sûr de ne pas trop déborder. Du coup, je vous remercie tous et toutes d'être là. Alors la proposition d'Ondine, c'était qu'on fasse une conférence autour des jardins du Moyen-Âge. Si je parle pas assez fort. Donc voilà. Oui, je pense. Donc voilà, la proposition de ce soir, c'était des conférences autour des jardins au Moyen-Âge, parce que c'est mon domaine de recherche, c'est mon travail, et parce que Ondine aussi s'intéresse à ça. Et en fait, cette semaine, hier même, l'actualité à Aubervilliers, elle est lourde, elle est brûlante. Et donc avec Margot aussi, on s'est dit qu'on allait en parler parce que parler des jardins d'il y a quelques siècles, alors qu'à à peine 1 kilomètre, il y a des jardins ouvriers qui ont commencé à être détruits, à être raclés par des pelleteuses. On ne pouvait pas trop ne pas le dire, et d'autant que moi je fais partie des... Donc aujourd'hui, ce soir, je suis là devant vous comme chercheuse, c'est ma casquette professionnelle. Mais à Aubervilliers, j'ai aussi une casquette de militante. Je fais partie des gens qui ont voulu dire au pouvoir public qu'il y a d'autres manières de faire la ville. Donc aujourd'hui, moi j'ai vu mes légumes qui ont été... Voilà, mes légumes, ils sont plus là. La pelleteuse, elle a écrasé mes légumes. C'est un peu dur d'être chercheuse là et de parler. Parce que d'habitude, en France, on dit qu'un scientifique, il parle de façon un peu neutre, un peu rationnelle. On ne va pas raconter sa vie, on va pas des sentiments. Là, c'est un petit peu dur de juste parler de littérature médiévale. Donc je vous demande aussi un petit peu de bienveillance parce que c'est un contexte très difficile. Et moi, mon souhait, et je pense que c'est tout à fait en adéquation avec l'esprit des laboratoires, mon souhait, c'est de parler du passé aussi pour se dire le passé, il peut ouvrir des fenêtres sur notre manière actuelle de faire les choses. S'intéresser au jardin du Moyen-Âge, ça peut aussi nous faire réfléchir à la manière dont on a des jardins aujourd'hui en ville, qui peut-être viennent de là, ou peut-être pas. Et ça peut peut-être donner aussi envie de faire autrement. En tout cas, moi, comme chercheuse et comme militante, ça me donne envie, quand je travaille comme chercheuse, ça me donne envie de faire autrement. Et donc, je vous propose de faire ça. Qu'aujourd'hui, le passé, ça soit aussi une nourriture pour se dire, c'était il y a quelques siècles, mais ça peut nous aider pour penser l'avenir. Parce que l'avenir, là, il y a des questions écologiques qui sont graves. Donc voilà. Alors, les laboratoires d'Aubervilliers, moi ça me parle comme scientifique parce que quand on est scientifique, on a un laboratoire. Et même quand on est spécialiste comme moi de littérature médiévale, on a théoriquement un laboratoire. Ou alors on n'a pas des pipettes, etc. Et cette image, moi, j'aimerais aussi vous dire de filer un petit peu la métaphore. C'est une image, mais c'est pas que ça. En fait, quand on se penche sur les périodes d'avant, le Moyen-Âge, particulièrement, c'est une période qui peut nous servir de laboratoire, comme quand un biologiste, il prend sa pipette et il prend un virus, il l'extrait de la vie ordinaire et il va le mettre entre parenthèses. Le Moyen-Âge, ça peut être un laboratoire pour nous parce que c'est une des rares périodes où on connaît le début et on connaît la fin. C'est beaucoup moins vrai pour l'Antiquité. Et du coup, on peut faire une sorte d'étude sous microscope. C'est très intéressant et en plus, pour nous, c'est doublement intéressant. Encore plus. Ça, on peut le faire aussi quand on voyage loin et qu'on découvre des peuples différents avec des coutumes anthropologiques différentes. Mais pour nous, le Moyen-Âge est intéressant et plus intéressant encore, je dirais. Voilà, évidemment, je suis partielle, je suis subjective. Parce que nous, ici, en France, on vient un peu du Moyen-Âge.
Et en même temps, le Moyen-Âge, il est radicalement différent de la manière dont on vit. Et donc à la fois on en vient et à la fois c'est différent. Et ça permet, nous, quand on réfléchit, d'avoir une sorte d'écart de réflexion où c'est un miroir et en même temps c'est pas un miroir. Donc le Moyen-Âge, c'est un laboratoire. Alors c'est un laboratoire pourquoi? Pour l'écologie. Déjà, aujourd'hui on nous dit voilà, la planète, c'est une planète qui est finie, dans le sens où quand on a consommé toutes les ressources, il y en a plus. Eh bien le Moyen-Âge, c'est une période où les ressources, elles sont finies. C'est une période où il y a des famines. C'est une période où quand on plante un grain de blé, le rendement, il est très faible. On plante un grain de blé, on va avoir un rendement de 4 à 6. Ce qui est très peu par rapport au rendement agricole actuel. C'est une période aussi avec des aléas climatiques. On nous dit aujourd'hui, voilà, le climat change. Au XIIIe siècle, il y a ce qu'on appelle le petit optimum médiéval, le petit âge glaciaire. C'est un moment où il va y avoir un refroidissement, enfin on a le petit optimum et ensuite un refroidissement. Eh bien, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que nous disent les textes sur on fait quoi quand le climat change? Le Moyen-Âge, il l'a vécu. Le changement climatique, ça existe avant. C'est aussi un monde, alors c'est un sujet un petit peu politique, c'est un monde où les hommes sont au pouvoir. Et aujourd'hui encore, les hommes sont au pouvoir et les femmes, à des tas de degrés divers, ont moins de pouvoir. Seulement au Moyen-Âge, eh bien, ça ne se distribue pas pareil. Il y a des domaines où les femmes, par rapport à aujourd'hui, elles ont un pouvoir différent. Et donc, ça nous permet de rebattre les cartes, de se dire « Ah oui, finalement, dans deux situations d'inégalité, eh bien, les rôles se distribuent différemment. » Et ça fait réfléchir. Et puis enfin, le Moyen-Âge, alors on nous dit toujours, on a l'impression quand on regarde la télévision que le Moyen-Âge c'est un truc avec des paysans pouilleux, sales, etc. Alors ce qui est vrai, c'est qu'au Moyen-Âge, ce que nous on vit, avec l'idée que tout ce qui est nouveau c'est bien, ça n'est pas vrai. Le Moyen-Âge, il a un peu une sorte d'allergie à la nouveauté. Le Moyen-Âge aime ce qui dure, ce qui est connu, mais en réalité, il va quand même inventer des trucs. Au XIIIe siècle, on invente des horloges, on invente plein de choses au Moyen-Âge, par contre, on ne dit pas qu'on invente. Et ça, c'est intéressant parce que dans notre monde où on est un peu abreuvé de nouveautés, on se dit c'est nouveau, c'est bien. Le progrès, c'est du nouveau. Et bien, ça nous permet aussi de nous dire qu'est-ce que c'est le progrès? Est-ce que c'est forcément du nouveau? Est-ce qu'on a besoin de dire que c'est nouveau? Pour toutes ces raisons, le Moyen-Âge, il fait un décalage. Et donc, sur le domaine des jardins, eh bien, le Moyen-Âge, c'est aussi intéressant. Alors, les jardins médiévaux, c'est un sujet super à la mode. C'est un sujet super à la mode quand vous allez en vacances visiter une petite église. Il y a parfois un jardin médiéval. Donc, dans le domaine du patrimoine, du tourisme, c'est quelque chose de très à la mode. Et puis, il y a des espèces de grandes stars du jardin médiéval. Il y a Hildegard de Bingen qu'on trouve dans plein de tisanes. C'est la tisane d'Hildegard de Bingen. Enfin, donc, voilà. Mais en réalité, les jardins médiévaux, c'est aussi une grande inconnue. Pourquoi? Parce que le nombre de textes qui nous parlent de ces jardins, déjà, pas besoin de le dire, mais nous n'avons pas de photographie. Il n'y a que des représentations peintes, des dessins. Et ces représentations, eh bien, elles peuvent être fidèles ou ne pas être fidèles. Et le nombre de textes qui nous parlent de jardins, de textes un peu techniques, qui nous permettent de savoir comment on cultivait, ce qu'on y cultivait, sont limités. On va dire qu'il y a une petite dizaine de textes. Alors, bien sûr, c'est un peu toujours le cas au Moyen-Âge. Le nombre de textes qui nous permet de faire l'histoire de cette période, il est toujours limité. Mais là, dans ce domaine, c'est particulièrement vrai. Donc, je vous citerai quelques textes au fur et à mesure de cette présentation. Et puis, alors quand on lit un texte, ça ne saute pas aux yeux, ça ne va pas vous sauter aux yeux ce soir parce que je vous ai proposé des traductions, mais quand on lit directement le texte en latin ou en ancien français, eh bien en fait, parfois les mots sont trompeurs. Par exemple, en latin, légumène, ça ressemble très fort à légumes, légumène, légume. Légumène ne veut pas dire légume.
légumène renvoie à ce qu'on appelle les légumes secs, les légumineuses. Et par contre, nos légumes, tout ce qui est un petit peu plante, ça, c'est décrit comme herbe à peau. Et on a surtout des plantes vertes, enfin des feuilles. Les légumes du Moyen-Âge, c'est surtout des feuilles. En grande partie des feuilles. Il n'y a pas la tomate, on en reparlera. Donc, tout ça pose la question des sources en fait. Quand on travaille, eh bien, on a des sources. On ne sait pas si la personne qui a fait la belle enluminure a représenté exactement un jardin historique ou s'il en a mixé deux pour enjoliver. Et on ne sait pas non plus parfois ce qui se cache sous le mot. Est-ce que c'est le sens que je connais? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est un piège pour médiévistes? Il y a une certitude toutefois, les jardins médiévaux, ils arrivent après une autre période historique qui est celle de l'Antiquité latine. Et l'Antiquité latine, elle, était parvenue à un très haut degré de maîtrise horticole. Par exemple, les Romains maîtrisaient très bien l'art de la greffe. Et pour des tas de raisons, que je ne vais pas détailler là pour ne pas être trop compliqué, ces éléments, ces techniques, se sont un peu perdus. Donc au Moyen-Âge, on a une forme de ralentissement et la période va du coup être aussi le moment de la redécouverte de ces savoirs. Et ce qui est intéressant pour nous, et voilà, il y a Jade qui vient, mais du coup, voilà, tu prends en route. Ce qui est intéressant aujourd'hui pour nous qui sommes à Aubervilliers, c'est que un des lieux, une des cultures qui va permettre au Moyen-Âge occidental, donc toute l'Europe, de redécouvrir ses savoirs botaniques, de culture, mais pas que, c'est le monde arabe. Et on verra comment le monde arabe, comment s'est fait la rencontre. Alors avant de vous parler de jardin, je vais vous parler de ce qu'il y a un peu avant le jardin. Donc avant le jardin, on peut dire qu'il y a, en tout cas à l'horizon, dans l'imaginaire des gens du Moyen-Âge, avant ou à côté du jardin, il y a la forêt. Et la forêt, c'est aussi le lieu de l'errance. Et c'est ce que nous dit Gilles Clément, qui est un grand monsieur des jardins, du paysage. Gilles Clément, en étudiant des jardins que font les peuples nomades de la forêt équatoriale africaine, les pygmées, il nous dit « Le premier jardin de l'histoire, ce n'est pas celui des livres d'histoire, des jardins très beaux, mais pour quelques-uns. C'est des jardins de l'histoire des peuples qui, au cours du temps, quelle que soit l'époque, ont cessé leur activité nomade pour se fixer en un point du territoire. » Alors, au début du Moyen-Âge, l'Europe est un continent qui comporte beaucoup plus de forêts qu'actuellement. C'est un continent qui a encore des forêts primaires, alors qu'aujourd'hui, la forêt primaire, des forêts natives, on les a plus qu'en Pologne. Et elles sont très menacées, elles font l'objet de grands combats écologistes. Cette forêt, on peut toucher du doigt cette importance quand on lit chez un grand intellectuel de la fin de l'Antiquité tardive et du début du Moyen-Âge, qu'en Espagne, un écureuil pouvait traverser l'Espagne sans mettre pied à terre. Vous voyez l'Espagne aujourd'hui. Les toponymes, donc les noms des lieux. Alors, ce passé forestier de l'Europe, il est aussi contenu dans les noms des lieux. Par exemple, il y a une forêt très importante en France, un petit peu mythique, il y a aussi une sorte de passé militaire, c'est la forêt des Ardennes. Et les Ardennes, eh bien, c'est le nom en fait d'une ancienne déesse celte qui était liée aux forêts. C'est la déesse Arduina. Alors, la forêt médiévale, de fait, c'est aussi un lieu dans l'imaginaire qui va être lié à la pensée celte, à la mythologie celte. Et c'est là qu'on va rencontrer, quand on est un chevalier errant, ce qui est une figure classique des romans du Moyen-Âge, eh bien, quand on est un chevalier errant, qu'on cherche l'aventure dans la forêt, évidemment, on va rencontrer, avec de fortes chances, une
des représentants de cette mythologie celtique. Et le premier représentant que j'ai envie de vous présenter, c'est les fées. Les fées, c'est des incarnations, des subsistances de la mythologie celtique. Et la fée la plus connue, enfin il y en a quelques-unes, mais une des plus connues, c'est la fée Mélusine. Et du coup, je vous propose de découvrir la rencontre entre le mari de Mélusine, de cette fée qui est une femme serpent, dans le roman qui lui est consacré par Jean d'Arras. Et c'est le deuxième texte de votre petit livret, mais je vais vous le lire. Donc Élinas, chassé près de la mer, dans une forêt où jaillissait une très belle source. Pris d'une soif impérieuse, Élinas se dirigeait vers cette fontaine. Il en était tout proche quand il entendit une voix qui chantait si mélodieusement qu'il crut au premier abord que c'était celle d'un ange, puis il comprit bien vite, à sa douceur singulière, qu'il s'agissait d'une voix féminine. Alors pour éviter que son cheval ne fasse trop de bruit, il descendit de sa monture et l'attacha à une branche, puis avança à petits pas près de la fontaine en se dissimulant soigneusement sous les branchages et les arbrisseaux. Quand il en fut tout près, il aperçut la plus belle dame qu'il eût jamais vue. Il fit halte, ébloui par le spectacle qu'offrait la beauté de cette femme qui ne cessait de chanter mélodieusement. Et plus doucement, plus mélodieusement qu'aucune sirène, fée ou nymphe. Le roi s'arrêta, fasciné tout autant par sa beauté et sa noble élégance que par son chant si doux. Il se cacha de son mieux parmi les arbrisseaux de crainte d'être aperçu. Ah, sa soif et la chasse étaient bien oubliées. Et absorbé par le chant de la dame, il ne savait plus si c'était le jour ou la nuit, s'il dormait ou s'il veillait. Alors ce passage, il est intéressant parce que c'est un passage, alors je dis ça un petit peu vulgairement, c'est un passage un peu tarte à la crème. C'est ce qu'on appelle un topos. C'est un lieu commun. C'est des scènes qui reviennent à tous les coups dans certains types de romans. C'est la rencontre près d'une source, près d'une fontaine, d'une femme. Il y a un petit détail qui n'est pas dit dans le texte là, mais qui fait partie du décorum, c'est que souvent la femme est nue. On peut le deviner, en tout cas on peut deviner qu'il y a quelque chose de très attirant vu le comportement du personnage masculin, mais ce n'est pas dit. En tout cas, le motif celtique, le motif mythique, c'est la femme qui est nue et qui a une beauté évidemment surhumaine parce que c'est une fée. Alors ici, on a la fontaine aussi qui incarne ce désir dans la forêt. Il y a le désir qui s'extériorise, qui prend une forme qu'on cache un peu dans la civilisation et qui rencontre un objet hors du commun. Et ce qui est aussi intéressant, c'est la conclusion. La conclusion du texte, c'est le personnage ne sait plus s'il dort ou s'il est réveillé. Et la forêt, c'est aussi ce lieu qui va brouiller les repères, où on ne sait plus si on est dans la réalité, si on est dans le monde de la magie. Et c'est ce lieu-là qui est à l'horizon de la pensée médiévale. Alors il n'y a pas que les fées dans la forêt médiévale, et on va se promener quand même un petit peu en forêt avant d'aller dans les jardins. Il y a d'autres choses, et d'autres choses qui sont encore celtiques. Dans le Hedd Guismar, c'est encore une question de chasse, mais vous allez voir, c'est différent. De bon matin, Guismar pénètre dans la forêt car il apprécie fort le plaisir de la chasse. Alors, petite précision, Guismar, c'est le meilleur chevalier au monde, comme toujours, mais la nature l'a affublé d'une tare, d'un défaut consubstantiel. Il ne peut pas aimer, il ne peut pas tomber amoureux. Et évidemment, dans la forêt, il va se passer quelque chose. Donc Guismar part à la chasse. Ils étaient sur la piste d'un grand cerf et lâchèrent les chiens. Les veneurs courent devant et le jeune homme rôde à l'arrière. Le serviteur lui porte son arc, son couteau et son chien ramasseur. Guismar aimerait bien avoir l'occasion de tirer une flèche avant de quitter la forêt. Au milieu d'un épais buisson, il aperçut une biche et un faon. Cette bête était toute blanche, avec des bois de cerf sur la tête. Les cris du chien la font bondir. Guismar tend son arc et tire sur elle. Il l'atteint au front. Elle s'écroule aussitôt, mais la flèche fait ricochet
et revient frapper Guigemar de manière à traverser la cuisse jusqu'à atteindre le cheval, l'obligeant à mettre pied à terre. Il tombe à la renverse sur l'herbe drue, tout à côté de la bête. Elle était blessée, avait très mal et gémissait, puis elle prononça ces mots. « Hélas, je vais mourir, et toi, jeune homme qui m'as blessé, que telle soit ta destinée. Puisses-tu ne jamais trouver la guérison, ni herbe, ni racine, ni médecin, ni potion ne pourront te guérir de la plaie que tu as dans la cuisse, avant que te guérisse celle qui souffrira d'amour pour toi, de si grande peine et une si grande douleur, que jamais aucune femme n'en souffrit de semblable. » Alors ici, on est encore en plein dans la mythologie celte, et le premier marqueur typique, c'est cette biche qui est toute blanche. La couleur blanche, c'est la couleur classique de l'élément magique qui arrive dans les romans arthuriens, et c'est une couleur qui est importée de la mythologie celte. Et puis, dès que cette couleur blanche arrive, on voit que le réel commence à déraper, parce qu'on nous dit que c'est une biche avec un faon, mais elle a des cornes de cerf, et ça nous renvoie de la même façon à la mythologie celtique, qui avait un dieu qui perd ce qu'on appelle les andouillés, donc les cornes du cerf, les bois du cerf, qui perd, alors je crois que c'est au printemps, qu'il les retrouve à l'hiver, donc c'est Cernunnos, le dieu cerf. Donc là, on a une sorte d'apparition d'un avatar de dieu celtique qui arrive, et ce qui se passe dans la forêt, qui nous questionne aussi en notre époque bien moderne, eh bien, c'est cette biche qui commence à parler, cette biche cerf qui commence à parler. Dans les questions écologistes, on parle souvent de quelle est la place de l'être humain sur la planète. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de supérieur aux autres, ou est-ce que c'est une espèce parmi d'autres? Et dans la forêt, là, et notamment avec l'arrière-fond celtique, eh bien, on a des hommes et des animaux qui vont un peu se mélanger. Et là, cette biche qui parle, c'est typiquement, c'en est un signe parmi d'autres. Et puis, petit détail qui est moins lié au jardin, mais ça vous a peut-être pas échappé, la flèche tirée par Guigemar le blesse à la cuisse, comme pour dire qu'en fait le problème c'est l'amour, et que toute l'histoire va tourner autour de ça, le fait d'être guéri de cette incapacité à aimer. Alors, donc, la forêt c'est ce lieu du mythique, c'est aussi le lieu du sauvage. Et donc les chevaliers vont aller dans la forêt pour se confronter à cette sauvagerie, à cette nature un peu brute. Même si l'idée de nature, eh bien, c'est pas un concept médiéval. Je l'utilise là pour être un peu clair, mais en toute rigueur, il ne faudrait pas. Dans Yvain ou le chevalier au lion, de Chrétien de Troyes, on a aussi un exemple où la forêt, c'est le lieu où on se confronte à la sauvagerie. Alors, c'est l'histoire de Calogrenant qui rapporte à la cour du roi Arthur une rencontre un petit peu étonnante. Je ne m'étais guère éloignée du château quand je trouvais dans un lieu défriché, c'est-à-dire un lieu intermédiaire, un peu comme ici, ni forestier, ni urbain, ni un peu tout à la fois, un lieu défriché. Il n'y a quand même pas la même chose dans Chrétien de Troyes. Des taureaux sauvages surexcités qui se battaient entre eux. Et ils faisaient si grand bruit, manifestaient une si grande férocité, un tel orgueil, pour dire la vérité. Je reculais de peur, car nulle bête n'est plus féroce, plus orgueilleuse que le taureau. Un rustre. Et là, on va voir une litanie de stéréotypes caricaturaux s'enchaîner. Un rustre qui ressemble... Donc, un rustre, ça veut dire quelqu'un de pauvre, un paysan. Un rustre qui ressemblait à un mort immense, excessivement hideux. Bref, une créature laide qu'on ne saurait exprimer en paroles était là, assis sur une souche, une grande massue à la main. Il n'a pas d'épée, c'est pas un chevalier. Je m'approchai du russe, je vis qu'il avait la tête plus grosse que celle d'un cheval ou de n'importe quelle bête, les cheveux en désordre, un front pelé qui mesurait bien 2 empans de largeur, des oreilles velues comme celles d'un éléphant, 2 gros sourcils, un visage plat, des yeux de chouette, un nez de chat, etc., etc. Il était appuyé sur sa masse, vêtu d'un habit vraiment étrange qui n'employait ni le lin, mais il portait attaché à son cou 2 peaux nouvellement écorchées provenant de 2 taureaux.
Alors, je saute un petit peu pour pas m'étendre, mais vous avez tout le texte. Je m'enhardis et je lui dis, va, dis-moi si tu es ou non une bonne créature. Je suis un homme, me répondit-il. Quelle espèce d'homme es-tu? Tel que tu me vois, je ne suis jamais autre. Et que fais-tu? Je reste ici et je garde ces bêtes dans le bois. Tu les gardes? Mais par Saint-Pierre de Rome, elles ne connaissent pas l'homme. Je ne crois pas qu'on puisse, ni en forêt, garder une bête sauvage, ni dans aucun autre lieu, de quelque manière que ce soit, si elle n'est pas attachée ou enfermée. Pourtant, je les gouverne, si bien qu'elles ne sortiront jamais de ce parc. Mais comment fais-tu? Il n'y en a pas une seule qui ose bouger dès qu'elle me voit approcher, car quand j'arrive à m'emparer de l'une d'elles, je l'étreins si fort, à plein corps, de mes poings que j'ai durs et puissants, que les autres tremblent de peur et se rassemblent autour de moi comme pour crier grâce. Alors là, on a vraiment ce motif de la forêt sauvage. À travers ce personnage, il incarne les deux à la fois. Il dit être un homme, il garde des taureaux, mais ce sont des taureaux sauvages, et il a une tête, il est caractérisé avec des comparaisons animales. C'est censé être un homme, mais il ressemble, il est comparé à un animal. Et donc la forêt, on est sur cette friche qui conduit à ce lieu de sauvagerie. Et ce lieu de sauvagerie, alors c'est un lieu d'épreuve pour le chevalier qui est Calogrenant, mais c'est pas seulement ça. Comme dans plein de cultures, la forêt, ça va être aussi le lieu où on se cache pour différentes raisons. Et dans Tristan et Iseut, dans le roman de Tristan et Iseut, quand les amants fous amoureux parce qu'ils ont bu un filtre d'amour qui les condamne à s'aimer éternellement, quand bien même ils ne le voudraient pas, les deux amants trouvent refuge dans la forêt. Et ce qui est intéressant, c'est que quand nous, on se promène en forêt, c'est plutôt une expérience positive. C'est plutôt, on apprécie les forêts. Pour la mentalité médiévale, c'est très négatif, la forêt. C'est vraiment le lieu du sauvage. Et la vie dans la forêt de Tristan et Iseut, c'est une régression vers la vie sauvage. Tristan part avec la reine, il quitte la plaine et se dirige vers la forêt en compagnie de Gouvernal, l'écuyer de Tristan. Iseut se réjouit, elle ne souffre pas à présent, elle vient d'échapper au bûcher. Ils sont dans la forêt de Morrois et passent une nuit sur la hauteur. Tristan construit sa loge avec l'épée qu'il tient en main. Alors l'épée du chevalier devient une serpe pour couper les branches, ce qui est un peu régressif. Il façonne un toit de feuillage, Iseut la jonche d'un épais tapis de verdure. Ils ont ainsi vécu longtemps au fin fond de la forêt et ils séjournent dans ce désert. Tristan connaît beaucoup de peines et d'épreuves, il n'ose pas toujours rester au même endroit. Il ne couche pas le soir là où il s'est levé le matin. Il sait bien que le roi le fait chercher et qu'un ban a été proclamé sur ces terres afin que quiconque le trouverait le capture. Dans la forêt, le pain leur manque beaucoup, ils vivent de venaison, donc de chasse, et ne mangent rien d'autre. Qu'y peuvent-ils si leur teint s'altère? Leurs habits tombent en lambeaux, les branches les déchirent. Donc vous voyez là, la fin de ce texte, c'est vraiment des personnages qui vivent dans la misère la plus totale. On est loin d'une vision très très... Petite ambiance alberti-villarienne. On est loin d'une forêt idéalisée où c'est sympathique. La forêt, c'est vraiment un élément inquiétant. Alors j'espère que c'est pas pour les jardins d'Aubervilliers et que les copains sont contents, que ça va bien. Alors cette dimension de cachette, ça vaut pour les amants en fuite, mais ça servait aussi, c'est beaucoup plus documenté historiquement, c'était aussi un désert, on l'a dans le texte de Tristan et Iseut, c'était un désert où les religieux qui voulaient vivre une vie d'ermite trouvaient un endroit. Parce que dans la tradition chrétienne, dans l'Antiquité, il y a une tradition de moines qui s'installent comme ermites au désert, mais au Maghreb, dans un vrai désert. Et quand le christianisme s'installe en Europe, le désert, pour éprouver sa foi,
Eh bien, le désert qu'on trouve, c'est la forêt. Et parfois, il y a des rivalités d'usage entre les ermites qui veulent une forêt pour eux et puis des gens qui veulent défricher. Et puis la forêt, c'est aussi le lieu, on continue notre promenade dans cette forêt médiévale, c'est aussi le lieu de toutes les pratiques hors cadre de la civilisation médiévale. Et je voulais partager avec vous un texte tiré des Lettres de Marie de France, tiré du Fresne, où on a le récit d'une femme qui projette de tuer un de ses enfants. Et donc la forêt, c'est le lieu idéal pour l'infanticide. Alors pourquoi ? Parce qu'elle a accouché de jumeaux et que traditionnellement, à l'époque, on considérait encore que des jumeaux, c'était l'indication d'une relation adultère. 2 enfants, 2 hommes. Donc, la dame fut enceinte la même année et en plus, elle avait médit de sa voisine qui avait 2 enfants en disant « Ah, la vilaine, elle en a eu 2 et après, c'est son tour ». La dame malveillante fut enceinte la même année, également de 2 enfants. Voilà sa voisine vengée. Elle porta les enfants jusqu'à l'accouchement, elle eut 2 filles et cela l'affligea. Si ça avait été 2 garçons, elle en souffrit terriblement et se lamentait en elle-même. « Malheureuse que je suis, que vais-je faire ? Plus jamais je n'aurai estime ni considération, je suis déshonorée. Mon mari et tous ses parents n'auront plus jamais confiance en moi lorsqu'ils apprendront ce qui m'est arrivé. Je me suis moi-même condamnée en disant du mal de toutes les femmes. Pour me préserver de la honte, il faut que je tue l'un des 2 enfants. Je préfère me racheter devant Dieu plutôt que de m'infliger la honte et le déshonneur. » Les femmes présentes dans la chambre se mirent à la réconforter et lui dirent qu'elles ne supporteraient pas une chose pareille. Il ne faut pas prendre à la légère la mort d'un être humain. La dame avait une suivante issue d'une excellente famille. Cette jeune fille entendit sa maîtresse pleurer, se lamenter. Elle en fut profondément affectée, elle alla la voir et la réconforta. « Madame, tout cela ne sert à rien. Cessez de vous désoler et vous ferez bien. Donnez-moi l'un des enfants, je vous en délivrerai si bien que vous ne serez pas déshonorée et vous ne la verrez plus jamais. Je l'exposerai à la porte d'un couvent où je la ferai déposer saine et sauve. Un homme de bien la trouvera et s'il plaît à Dieu, il la fera élever. » La femme prit l'enfant et sortit de la chambre. La nuit, dans l'obscurité la plus totale, elle quitta la ville et prit un grand chemin qui la conduisit dans la forêt. Elle le suivit à travers tout le bois et sortit de l'autre côté avec l'enfant, sans jamais quitter cette voie. Plus loin, sur la droite, elle entendit les chiens aboyer et des coqs chanter. Là, elle pense trouver une ville. Alors, c'est un passage très très rare, déjà parce que c'est un des rares textes écrits très tôt par une femme. Et c'est un passage qui parle de la relation complexe, contraignante des femmes à leur maternité. Et sans phare, puisque là, c'est un projet d'infanticide. Et c'est la forêt qui se fait un peu le réceptacle de ce rêve pour se débarrasser de l'enfant. Et ce que moi, je voulais aussi, ce sur quoi je voulais attirer votre attention, c'est que la forêt elle est vraiment le lieu de transition. On voit cette jeune femme qui emporte l'enfant, qui quitte la ville, et puis on nous dit il fait tout noir. C'est un peu comme dans un film expressionniste, on n'a plus que la luminosité noire qui engloutit la femme et l'enfant. Et puis on entend le son de la ville qui revient à travers le son de l'aboiement des chiens. Enfin, un des derniers cas qu'abrite la forêt, c'est le cas du loup-garou. Je vais pas lire le passage, mais le loup-garou, c'est aussi une des manifestations de cette hybridité entre l'homme, l'animalité, le lien trouble, pas toujours très net, de l'homme à la nature. Alors, ce que nous dit Gilles Clément, c'est que quand on installe un jardin dans la forêt, eh bien, la première chose qui matérialise ce jardin, c'est la clôture. Et il nous dit qu'elle est inhérente au jardin. Pourquoi ? Parce que, n'en déplaise aussi à tout ce qu'on peut aimer en se disant qu'un jardin doit être ouvert, etc., le jardin, il est protégé à cette époque par la clôture, parce que quand vous cultivez, vous voulez éviter que les lapins
que les sangliers et toutes sortes de bêtes viennent manger votre culture. Et du coup, la clôture, elle va protéger le jardin, évidemment, mais elle va aussi délimiter très vite un espace dehors et un espace dedans. Et c'est typiquement ce que dit Isidore de Séville. Isidore de Séville, ce grand intellectuel de la fin du Moyen-Âge. Ce que dit Isidore de Séville à la fin de l'Antiquité, le jardin, hortus, s'appelle ainsi, il définit ce qui est dedans et ce qui est dehors. Et Isidore de Séville fait vraiment la distinction. Le jardin hortus s'appelle ainsi parce qu'il y naît. Isidore fait toujours des rapprochements par sonorité. Donc hortus, le jardin, ça ressemble à oriatur, ce qui naît. Il y naît toujours quelque chose. Alors que le reste de la terre produit quelque chose une fois par an, le jardin n'est jamais sans fruits. Légumes, olus vient de nourriture, abalendo, parce qu'à l'origine, les hommes se nourrissaient de légumes avant de manger des céréales et de la viande. Ils se nourrissaient seulement des fruits des arbres et de légumes, comme les animaux se nourrissent d'herbes. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que pour Isidore, la différence, le jardin, c'est un endroit productif, un endroit où la nature elle est un petit peu optimisée et donc qui va toujours donner quelque chose, alors que la nature, eh bien, c'est un lieu non productif, un lieu qui ne permet pas de se nourrir. Alors la question de la clôture, on est obligé de passer par le paradis en fait pour l'apprécier au Moyen-Âge. Parce que qu'on soit athée ou croyant, en fait, la Bible, l'horizon chrétien est incontournable au Moyen-Âge. Et le paradis, eh bien, ça vient du grec paradeisos, mais ça vient aussi du persan peiri, qui veut dire enclos, et daesa, rempart. Donc le paradis, c'est d'abord une histoire de clôture. Et je vous ai mis donc une image tirée des Antiquités judaïques de Flavius Joseph. Alors, je vous ai laissé votre prospectus, je crois que j'ai rendu mon prospectus. Et du coup, il y a une image. On va laisser Adam et Ève de côté parce que c'est pas ce qui... Peut-être que j'ai la page. Donc vous avez une image très classique. Ah, je vais pouvoir vous dire. Oui, voilà. Donc vous avez une image très classique avec Dieu, Adam et Ève, etc. C'est pas ce qui nous occupe aujourd'hui. Ce qui nous occupe, c'est la petite muraille qu'on voit tout en bas. Voilà, le paradis, c'est un endroit enclos, bien cerné. Et alors, l'image est petite, mais on voit aussi, je ne sais pas si vous voyez bien, devant, on voit une sorte de petite encoche dans la muraille, et puis aussi sur le côté. En fait, on voit trois encoches bleues. C'est l'image des trois fleuves du paradis. Il y en a un quatrième derrière, mais on ne le voit pas. Alors, la clôture... C'est que on clôturait surtout parce qu'au Moyen-Âge, on perdait la moitié de sa production. Ah oui, quand on a des lapins, c'est radical. Hein. D'ailleurs, on se demande comment Les lapins, c'est radical. Alors, deux techniques de clôture, parce que tout le monde ne peut pas se payer la muraille... Tout le monde ne peut pas se payer la muraille du paradis terrestre. Ça, c'est une image du paradis terrestre. C'est le jardin d'Éden. C'est une récupération. Hein. Bah non, c'est... non. Si, c'est une récupération de l'église. Hein. Ah bah oui, c'est l'église. Ça, le paradis terrestre, c'est l'église. Ça, bon, on ne peut pas trop tortiller. Alors... Quand on ne peut pas se clôturer comme le paradis terrestre, donc vous avez deux solutions qui sont bien documentées dans la littérature, enfin dans les textes. C'est donc une clôture ou la haie. La haie, donc la haie médiévale, par rapport à ce que nous on connaît, eh bien c'est une haie qui a toujours deux fonctions. Une fonction un peu piquante et une fonction un peu nourricière. On va mettre par exemple églantier plus noisetier. Et en technique, en termes de clôture,
eh bien, on va pratiquer ce qu'on appelle le plessage. Et c'est la deuxième image que vous voyez là. En fait, c'est du tressage de branches. Ce sont les deux techniques et c'est ce que vous voyez le plus souvent quand, près d'une église que vous visitez, vous voyez ce genre de petites barrières. Franchir une clôture, donc du plessage, ou franchir une haie, ça ne coûte pas la même chose en termes d'amende si on vous prend en train de le faire. C'est plus cher si c'est une clôture que si c'est une haie. Pas forcément le... Alors comment on accède à ces informations techniques? Ce qui est pour savoir clôture, pas clôture, etc. Qui clôture, comment, avec quoi? On a des chercheurs qui dépouillent des catalogues ou des livres de comptes. Quand pour le jardin d'un duc, par exemple le jardin du duc de Bourgogne, on dit voilà, on a payé tant pour acheter du châtaignier pour faire la clôture, on sait qu'on utilise le châtaignier, on sait que c'est clôturé comme ça. Et donc ça, c'est une des techniques pour reconstituer la manière dont on fabriquait, dont on crée les jardins. Dépouiller les inventaires comptables. Alors dans ce jardin, je vous dis ce jardin, mais en fait le jardin il est au moins tripartite. Il est au moins tripartite. Si vous avez un peu le temps quand vous rentrez chez vous, je vous invite à regarder sur internet le plan de l'abbaye de Saint-Gall. Alors j'ai pas pu le reproduire pour des questions de droit d'auteur, donc on l'a pas là ce soir. Et donc ce plan, vous voyez trois types de jardins. C'est un document. Oui, c'est sur internet. Ce document, il est un peu difficile à utiliser. C'est un plan. Les chercheurs nous disent qu'il n'a sans doute jamais été réalisé. Néanmoins, il donne un petit peu une idée de la manière dont on construit une abbaye avec un jardin. Il y a 3 jardins à l'abbaye de Saint-Gall. Un jardin de légumes, donc de légumes feuilles, rappelez-vous. Un jardin d'aromatiques et de médicinales, puisque le jardin, c'est à la fois le lieu des épices pour la cuisine, mais aussi de pharmacopée. Et enfin, un jardin de fruits et de noix. Et ce qui est intéressant, alors là, je fais vraiment le lien avec notre actualité alberti-villarienne. Ce qui est intéressant au Moyen-Âge, c'est que quand vous achetez un terrain, quand vous voulez chiffrer du foncier, eh bien, vous chiffrez le nombre d'arbres qu'il y a. Si vous avez des pommiers, des noyers, etc., votre terrain, il vaut plus cher. Or, ce qui se passe à Aubervilliers, c'est que là, mais ailleurs aussi en Ile-de-France, c'est que là, hier, il y a des figuiers, il y a des pommiers, des cerisiers vieux qui ont été déracinés et que ça n'a aucune valeur de nos jours. Ça n'a aucune valeur. On considère au contraire qu'un jardin, c'est une sorte de réservoir à foncier pour bâtir un immeuble comme ça. C'est très interpellant, moi, je trouve, de comparer la manière dont on donne de la valeur au terrain hier et aujourd'hui. Et je trouve qu'en termes de cohérence, donner de la valeur à ce qui nourrit les gens a une forme de pertinence. Alors, c'est un découpage qui est utilitaire. 3 jardins, 3 types de production alimentaire ou médicinale. Et Gilles Clément insiste sur le fait que c'est le jardin utilitaire, le jardin potager, qui est la matrice en fait de la technicité. Parce que quand vous voulez garder votre récolte, quand vous voulez être productif, quand vous voulez pouvoir manger, eh bien oui, vous allez vous gratter la tête en termes de technique agricole, etc. C'est peut-être un peu moins le cas quand vous voulez juste contempler un rosier. C'est peut-être un petit peu moins... Alors, en termes de technique, justement, il y a un aspect fondamental dans le jardin, c'est la question de l'eau. On en est peut-être moins conscient maintenant parce qu'on a un robinet, mais l'eau est l'élément déterminant du jardin médiéval et souvent sur des représentations comme ça. Alors là, on ne voit peut-être pas très bien, mais en fait, il y a une fontaine au premier plan. Et souvent, l'image du paradis terrestre, c'est avec une fontaine au premier plan. Or, l'eau, je ne vous fais pas un dessin, parfois elle est en bas et votre jardin, il est en haut. Comment vous faites quand l'eau est en bas et que le jardin est en haut? Eh bien, il faut faire de l'hydraulique. Et c'est le monde arabe qui a permis, au Moyen-Âge,
de renouer avec les savoirs latins qui existaient, puisqu'il y avait des aqueducs, de renouer avec ces savoirs pour irriguer de façon performante. Et je vous ai mis une image de noria. Cette noria, donc, elle date du XVe siècle, donc elle est un peu tardive, mais c'est un des éléments que le Moyen-Âge occidental a pu observer dans le monde arabe. Il l'a observé à travers dans deux espaces, dans deux vitrines. D'une part, l'Andalousie, qui, jusqu'à au moins la moitié du Moyen-Âge, était sous domination musulmane, avec la coexistence plus ou moins pacifique de communautés religieuses. Donc, les jardins de l'Andalousie, c'était un objet d'émerveillement pour les gens du Moyen-Âge. Et puis, évidemment, il y a un contexte de rencontre des cultures moins sympathique au Moyen-Âge, c'est les croisades. Mais les croisades, en dépit de l'aspect tout à fait contestable, etc., et triste, ça a aussi été un moment où le Moyen-Âge occidental a redécouvert certains savoirs que possédait le monde arabe. Donc il y a l'hydraulique et puis il y a la botanique. La botanique, le Moyen-Âge a aussi récupéré des savoirs du monde arabe, notamment à partir du XIIIe siècle, avec la traduction, donc je ne suis pas arabophone, du Taqwim al-Sila d'Ibn Boutlan, traduit en latin sous le titre du Taqwinum Sanitatis, qui était un manuel médical, et donc avec des éléments de botanique. Et c'était j'insiste, c'était un manuel écrit par un médecin irakien, mais de confession nestorienne, c'est-à-dire un chrétien. Et le monde arabe, c'était aussi un lieu de coexistence de communautés qui permettait ces échanges. Et je vous ai mis, c'est un manuscrit qui a été très reproduit, on a beaucoup d'enluminures, je vous ai mis la reproduction d'un manuscrit de l'Arsenal sur la figue. Alors, maintenant qu'on sait comment c'est planté, je pense que tout le monde a envie de savoir qu'est-ce qu'on y plante. C'est un peu la grande question, qu'est-ce qu'on plante dans le jardin médiéval? Donc, ce qui est intéressant à notre époque, où avec l'écologie, on se questionne beaucoup sur comment est-ce qu'on cultive, etc. Ce qui est intéressant, c'est que le jardin médiéval, il nous renvoie un peu à ce que nous on retrouve aujourd'hui dans la permaculture. Je vais sans dire que le Moyen-Âge a tout inventé. Par exemple, quand vous vous dites je veux faire un potager bio, vous dites je vais associer les cultures. Je vais mettre le basilic à côté des tomates parce que c'est bon pour repousser les ravageurs. L'association des cultures, elle est pratiquée dans de nombreux endroits du monde et elle a été pratiquée au Moyen-Âge. Elle a même été en partie inventée au Moyen-Âge. Elle n'a disparu d'Europe qu'à partir du moment où il y a eu des tracteurs. Parce qu'en fait, quand vous mettez carottes et poireaux à côté, en fait, le tracteur, il est fait pour les carottes ou pour les poireaux. Donc, vous ne pouvez pas avoir le tracteur polyvalent carottes-poireaux. Donc, on a arrêté la polyculture à cause des tracteurs. Ça, c'est clair et net. Et donc, dans la polyculture, le Moyen-Âge l'a pratiquée abondamment pour des questions de rendement agronomique, la même chose qu'aujourd'hui, mais aussi pour des raisons fiscales. Parce que quand vous avez votre rang de carottes, votre rang de poireaux, votre rang de carottes, votre rang de poireaux, il y a des chances que l'inspecteur du fisc qui vient compter vos rangs de carottes et vos rangs de poireaux en oublie un. Et donc, vous taxe moins. C'était les maraîchers avant. Oui. Vous avez des poireaux, des carottes. Oui. Et c'est au Moyen-Âge qu'on invente le maraîchage. On assèche les marais. Oui, c'est ça. Un autre aspect qu'on retrouve au Moyen-Âge, c'est le fait d'utiliser. Alors, c'est une évidence de ne pas utiliser d'intrants pétrochimiques et d'utiliser ce qu'on appelle des amendements. En agriculture biologique, ça va être du fumier, etc. On a des recensions. Le fumier de cheval coûte tant, il est plus ou moins intéressant. Le fumier de
poule coûte plus cher, ça vaut plus. Le fumier d'âne, on ne l'utilise pas, c'est bon à jeter à la poubelle, etc. Enfin, le Moyen-Âge, c'est surtout sur la question de qu'est-ce qu'on cultive que le Moyen-Âge est intéressant. Parce que si on regarde notre assiette actuelle, elle est remplie d'aliments anciennement exotiques ou exotiques. Les aliments exotiques, ça va être les haricots, la tomate, la pomme de terre, le potiron, tout ce qui est courge, sauf par la pomme de terre, les courges sauf le melon. Je vous ai mis une citation sur le melon avec une recette. Vous la lirez rentrez chez vous de melon au saindoux pour les longues soirées d'hiver. Donc voilà, tous ces légumes sont des légumes qui ont été importés à partir du moment où on a découvert les Amériques. Et à la place, au Moyen-Âge, on cultivait par exemple le chénopode, la roche, la mauve, la poirée, le panais plutôt que la carotte. On n'avait pas encore de betterave avant le XVIe siècle. Et donc toutes ces plantes-feuilles, eh bien, aujourd'hui, vous les trouvez dans des ateliers. Je suis la première à en faire d'ailleurs, de plantes sauvages, cuisine des plantes sauvages. En fait, ce ne sont pas des plantes sauvages, ce sont d'anciens légumes oubliés. Et pourquoi ils poussent très bien dans la ville? C'est parce que le plus souvent, ce sont des plantes nitrophiles, c'est-à-dire qui aiment les nitrates et donc qui aiment le voisinage de l'espèce humaine parce qu'il y a toujours des déchets. Et notamment, pourquoi vous trouvez de la mauve, du chénopode qui pousse tranquillement dans les petites rainures du trottoir? Parce qu'il y a forcément des chiens qui vont uriner et donc la plante nitrophile sera ravie. Alors, il y a quand même un légume exotique, et vous allez avoir une petite devinette, un légume exotique qui est connu du Moyen-Âge, c'est la pomme de paradis. Alors, nous avons une description de Jean Mandeville. Donc ça, c'est la pomme de paradis. Et Jean Mandeville nous dit « Les pommes de paradis ont au milieu le signe de la croix. » Les médiévaux aiment bien retrouver des symboles chrétiens. Quel est le fruit qui ressemble à ça, évidemment, et qui, au milieu, a une croix? C'est comme un pommier. En fait, c'est la banane. Alors tout ça pour vous dire aussi que les images sont très très piégeuses parce que si vous cherchez la chose qui ressemble à cette pomme de paradis, on ne la trouve pas. Donc en plus, dans ce cas, il s'agit d'un tampon en bois, ce qu'on appelle un bois gravé qui a été réemployé. Donc en fait, le bois a été fait pour illustrer un texte et ensuite on l'a récupéré pour illustrer un autre texte. Donc on ne sait pas trop ce que ça illustre au final. Alors, je vous ai mis une petite image aussi, donc côté aromatique, pour continuer à faire l'inventaire. Côté légumes, au Moyen-Âge, on cultive plus de légumes perpétuels. Donc, par exemple, l'artichaut, là, qui est tiré des grandes heures d'âne de Bretagne. Pourquoi on a moins de légumes perpétuels aujourd'hui et plus de légumes qu'il faut ressemer tous les ans, ce qui n'est pas très pratique? C'est parce qu'en fait, ça crée des effets de saison, des effets de mode, et que économiquement c'est rentable. Vous allez payer un peu plus cher pour le retour de la carotte, alors que l'artichaut, s'il est tout le temps là, qu'il se ressème tout le temps, c'est beaucoup moins trépidant. Donc oui, c'est ça. L'agriculture européenne a eu tendance aussi, pour des effets de marché, à valoriser des légumes qui se ressèment. Je vous ai mis aussi une illustration de la menthe. Donc, j'ai insisté, les aromatiques et les médicinales sont très fréquentes dans la cuisine médiévale. Et de la Provence à la Belgique, on mange pareil. Donc, le petit esprit provençal avec l'aubergine et la tomate, non. Globalement, le menu est le même. Et si on essayait de se représenter un petit peu à quoi ressemble la cuisine médiévale, c'est une cuisine riche en épices qui ressemblerait à la cuisine anglaise parce qu'il y a de la menthe partout. De la menthe partout dans les sauces salées. Enfin, une petite illustration de fraises des bois, mais allez vraiment les regarder sur internet, c'est très très beau. Donc
les fraises des bois, pourquoi? Parce que oui, il y avait des fraises, mais les fraises que nous connaissons, ce sont des fraises qui viennent des Amériques et que la seule fraise qui était connue, avec laquelle parfois on faisait des granités, donc des sorbets pour les nobles à partir du XVIe siècle. Alors vous imaginez la quantité de fraises des bois pour faire votre sorbet? Eh bien c'est les fraises des bois qui étaient cultivées, ramassées pour l'aristocratie. Alors, du coup, ce petit tour... Non, bah non, personne ne mange pareil, mais aujourd'hui aussi encore. Hein. Alors, ce sur quoi je veux attirer votre attention avec cette promenade dans l'assiette médiévale, c'est que si on regarde bien, notre assiette, eh bien, elle ressemble à s'y méprendre aux rêves, aux assiettes littéraires du Moyen-Âge. Dans les textes du Moyen-Âge, vous aviez des festins de rêve avec des bananes, etc. Et aujourd'hui, c'est notre assiette. Et pourtant, en termes d'écologie, eh bien, on voit que ça coince. Et on nous dit, eh ben voilà, il faut retrouver des choses locales, etc. Et on a, par exemple, dans le roman de la Rose, un texte qui nous fait coexister deux types de jardins. Alors, j'entrais alors par la porte coiseuse. Je passe un peu sur le roman de la Rose, qui est un monument littéraire à présenter en tant que tel. Alors, le verger était tracé selon un carré aussi large que long. Il y avait des pommiers qui portaient des pommes grenades. Donc là, on est plutôt sur la partie paradis oriental. Des pommes grenades, c'est une bonne nourriture pour les salades. Il y avait en abondance des noyers qui portaient la saison des fruits semblables aux noix de muscade, ni amers ni fades. Il y avait des amandiers, plantés de figuiers, des baudatiers, des clous de girofle, de la réglisse, toutes sortes d'épices de qualité, de la graine de paradis nouvelle, du gingembre, de l'anis, de la cannelle et maints autres épices délicieux. Ça, c'est la partie jardin de rêve importé d'Orient et qui maintenant nous semble familier. Et le jardin médiéval classique, c'est dans ce verger, il y avait aussi des arbres de chez nous qui portaient des coings, des pêches, des châtaignes, des noix, des pommes, des poires. Ça, c'est classique, on connaît. Et là, on va retrouver aussi des espèces végétales qu'on pratique dans la permaculture, en fait, avec l'idée, on a découvert un truc. Donc, le truc qu'on a découvert, c'est des nèfles, des sorbes, des alises, des noisettes. Et ça, ce sont des éléments qui étaient classiques au Moyen-Âge. Donc il n'y a pas de redécouverte en fait. L'écologie ne réinvente rien. L'écologie, c'est en partie ce qu'on pratiquait déjà au Moyen-Âge. Alors je vous ai mis une petite image de brouette parce que la brouette, c'est une grande innovation technologique du Moyen-Âge au XIIIe siècle. Parce qu'une innovation, ce n'est pas forcément grandiose. Et je vous propose de... Non, à cause de la brouette. La brouette, elle est là. La brouette, c'est une invention. L'idée de mettre une caisse sur une roue avec de quoi pousser, c'est une invention. C'est ça. Vous avez deux brouettes. Une poussée par une petite fouine et une poussée par un homme. Parce que comme c'est rigolo, je vous en ai mis deux. Ah, il y en a plus. C'est tout, il n'y a pas plus. Non, il n'y a pas plus de brouettes. Bah non, il ne faut quand même pas abuser. Alors, je vous propose de clore sur les vues du très riche, les très riches heures du duc de Berry. On pourrait parler de tous les éléments, mais je ne veux pas vous retenir trop longtemps. On va regarder la dernière miniature. Elle est un peu petite. La miniature du mois de juin. Donc, sur la miniature du mois de juin, vous voyez des paysans pas très bien qui font des activités de fenaison, donc qui rassemblent les foins, un champ et derrière une grande tour. Petite devinette, où sommes-nous? Oui, où est-ce? C'est vrai que ça pourrait être le Berry. Jean de Berry pourrait avoir demandé de représenter son fief. Eh bien, c'est Paris. C'est Paris, c'est l'île de la Cité. Alors, et tout ça pour boucler un petit peu,
Eh bien, le Moyen-Âge, c'est aussi un moment où on avait des formes d'agriculture urbaine. C'est le truc très tendance, c'est à la mode, les politiques aiment bien. C'est un moment où la ville, c'est le moment où on découvre la ville. Le Moyen-Âge, c'est la grande période où on invente aussi la ville, où il se passe des choses fantastiques en ville. C'est un grand moment d'ébullition intellectuelle, ce qui n'empêche que la campagne, elle était à la ville. Alors là, c'est Paris, vous allez me dire, bon, merci, Paris, etc. Mais vous pouvez aller voir la même chose, ici, tout près. Vous allez au fort d'Aubervilliers, vous avez le quartier des Courtillères, ce quartier avec les grandes barres rouges qui sont juste à côté des jardins du fort d'Aubervilliers qui sont en train d'être pelletés. Le quartier des Courtillères, le nom, ça vient de courtile. Et courtile, eh bien ce mot, ça désigne des espaces jardinés, comme ce qu'on voit là, au milieu de la ville. Ça désigne des espaces de maraîchage pour nourrir la ville au milieu de pour nourrir la ville en plein contexte urbain. Et tout ça pour dire, eh bien oui, le Moyen-Âge, alors on va dire c'était il y a quelques siècles, il y a quand même beaucoup de béton qui est arrivé entre-temps, mais finalement l'agriculture urbaine, ce n'est pas une nouveauté, c'est même le b.a.-ba pour la résilience alimentaire, parce que l'idée d'avoir sa nourriture qui vient du bout du monde et qu'on ne pourra pas avoir si jamais la route est coupée par des brigands, par une armée, que sais-je, c'est impossible au Moyen-Âge. Il faut qu'on puisse manger avec la nourriture d'ici. Et donc, on a une agriculture urbaine intramuros. Voilà, la boucle est bouclée. L'écologie, c'est le Moyen-Âge c'est l'écologie. C'est une question. C'est malheureux de détruire les jardins pour construire les tours et puis. Bah oui. Alors là, on va rester un peu sur le monde. Ils vont faire une grande piscine là où la. Bah oui. Bah oui, ils vont faire une piscine, oui. En 2024. Bah oui. Et comme je suis bavarde, il y a plein de textes que j'ai pas lus que vous pourrez remporter à la maison pour votre. Plus la recette de melon au Saint-Doux. Moi, je pense à venir prochain, c'est de redéfinir Bah oui, comment bien sûr. doit être la ville. Bah bien sûr. C'est ce que beaucoup de gens pensent. Et voilà, Jade, la transition pour Jade, qui est du collectif des jardins. Ah oui, non mais moi j'allais te poser une question par rapport à ce que tu as dit, si c'est possible. Oui, bien sûr. C'est que comme on est dans une friche, est-ce que au Moyen-Âge, il y a une distinction qui est faite entre jardin, jardinet et friche? Ou est-ce que nous, au fond, les choses sont considérées comme un continuum? Alors la friche, c'est plutôt ce qu'on a vu là, c'est une lisière de forêt où tu vas avoir quelque chose de partiellement défriché. Alors après, c'est vrai qu'à la période carolingienne, c'est ce que j'ai pas détaillé tout à l'heure, c'est un petit peu technique. La période carolingienne, donc autour de l'an 800, tu as différents problèmes, guerres, épidémies qui font que la population a baissé. Et donc par rapport à l'Antiquité, où tu avais ces grandes villas agricoles avec des exploitations agricoles énormes, et bah, tu as des endroits qui s'enfrichent. Et ça, c'est documenté par exemple par l'étude des pollens, où tu vois qu'il y a des endroits qui ont été cultivés puis qui l'étaient plus. Mais c'est pas un objet majeur, la friche urbaine, comme pour nous. Enfin, la friche, c'est entre la forêt et la ville. Parce que la friche n'est pas forcément urbaine, ça peut être la friche au sens espace de réensauvagement. Oui. Si on pense à un champ qui a été cultivé et qui redevient sauvage, qui pour différentes raisons est laissé en fait en libre évolution, on dirait peut-être aujourd'hui. Donc petit à petit, les arbustes repoussent, les arbres repoussent. Et c'est vrai que ça fait des paysages, en tout cas, et des écosystèmes un peu différents. Donc je me demandais si, comme pour nous, c'est très différent en fait. Un jardin, un jardinet et une friche, mais si dans l'imaginaire, en fait, plus ancien, c'était si clair ou pas, quoi. Je pense que le jardin, jardinet, il se différencie de tout ce qui n'est pas jardiné. C'est plutôt là qu'est le... Donc forêt... Je peux dire autre chose? Oui, bien sûr. Moi, je pense qu'on va revenir au jardin moyenâgeux. Parce qu'on a de plus en plus de mal, de plus en plus
de monde à nourrir. Et on est en train d'essayer d'avoir le moins d'impact, écologique sur la production qu'on a, qu'on va redécouvrir d'une certaine façon le jardin médiéval, quoi. On va essayer de moins urbaniser et d'essayer également de produire également. Bah, c'était le propos aussi de... Le problème, c'était de manger, quoi. Ah bah oui, ce que j'ai pas dit, là, parce que là, c'était la version un peu dorée et sympathique du Moyen-Âge. Il ne faut pas sous-estimer que les rendements agricoles étaient moindres au Moyen-Âge. Et que ça, c'est c'est le travail agronomique de plusieurs siècles sur les variétés qui font que le blé a produit plus, etc. Aussi des outils techniques, par exemple la charrue. Mais la charrue, c'est un peu à double tranchant. La charrue a effectivement amélioré les rendements agricoles. Et vous avez d'ailleurs une image de charrue, je vous en avais mis une justement pour illustrer un petit peu les outils. Donc, ah non, c'est une herse. Je ne vous ai pas mis la charrue. La charrue, elle a eu un impact réel sur l'augmentation des rendements agricoles et encore plus quand on est passé à la charrue avec traction animale. Mais ce qui n'était pas forcément possible pour tout le monde parce que pour avoir une traction animale, il faut un animal et donc il faut nourrir l'animal. C'est cher. Donc il y a eu aussi des charrues à traction à bras. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la charrue, à partir du Moyen-Âge, eh bien, le soc a eu pour effet de casser ce qu'on appelle les lignes de sol. Et en fait, ce qu'on pratique maintenant dans l'agroécologie, c'est aussi une culture où on ne va pas retourner la terre, parce que quand vous retournez la terre, et plus c'est fait profond avec un soc de charrue mécanique, plus vous détruisez en fait l'écosystème, vous allez mettre ce qui était plutôt conçu pour être en dessous au-dessus, et donc vous allez avoir un effet boost avec, alors je ne suis pas spécialiste, pas agronome, un effet booster où l'azote qui était dessous arrive au-dessus, mais après, eh bien, le sol a perdu en vitalité. Alors que si vous avez des pratiques adaptées qui ne retournent pas la terre, eh bien, à terme, votre sol est tout autant productif parce qu'il y a une vie microbienne interne. Et ça, c'est quelque chose que les médiévaux ne savaient pas, que les gens ne... Donc eux, ils ont découvert la charrue et c'est maintenant qu'on découvre en fait la chimie du sol qui fait que c'est productif. Donc tout n'est pas parfait au Moyen-Âge, loin de là. Mais au Moyen-Âge aussi, il y avait près de la moitié des gens qui crevaient la dalle. Ah bah oui, oui, oui. Mais ce qui est intéressant sur ces questions de... On fait des tableaux du Moyen-Âge. Sur ces questions de nourriture, par exemple, quand on vous dit qu'il y a une disette au Moyen-Âge, c'est une disette qui concerne le pain. Ce qu'on appelle disette, c'est le manque de pain. Les gens, vraisemblablement, manquaient rarement de légumes feuilles, parce que finalement, c'est relativement abondant, spontané. La disette, c'est vraiment le pain. Et évidemment, le régime alimentaire, on en parlait, n'était pas le même suivant les couches sociales. D'ailleurs, les nobles avaient des problèmes alimentaires parce qu'ils mangeaient trop de viande, trop gras, et les paysans avaient des problèmes alimentaires parce qu'ils n'avaient sans doute pas assez de viande, et on n'était pas sur un végétarisme... enfin, les gens, s'ils ne mangeaient pas de viande, c'était du végétarisme mal conduit, carencé, et donc les gens étaient carencés. Non, mais je ne voulais pas dire que c'était idyllique, mais je pense qu'en fait, tout le monde est à peu près convaincu que c'était pas idyllique. Je pense que tout le monde est à peu près convaincu que c'était pas idyllique, mais il y a des éléments très intéressants pour nourrir la réflexion. Peut-être est-ce le modèle qu'on devrait retranscrire à notre époque? Il y a peut-être des idées. Hein. Je pense que tout le monde a compris que j'allais pas dire de mettre un homme dans un château avec plein de gens pouilleux derrière. Je me demande pourquoi ils construisent et détruisent les jardins. Pourquoi ils... Ah bah, hein? je veux pas trop changer de sujet, mais Jade, c'est peut-être bien là. Ah oui, mais On a proposé, parce que voilà, moi j'ai la double casquette, je suis membre du collectif et qui défend les jardins, et là ce soir je parlais des jardins médiévaux.
Mais c'est peut-être bien aussi de différencier. Du coup, Jade, qui est aussi membre du collectif, a accepté de venir pour parler pourquoi on bétonne les jardins. Voilà. Et à votre avis, est-ce que ça porte tout ça? Parce que je pense que la Je te cède ma place si tu veux parler d'ici. Non, mais Ou tu veux t'asseoir à côté de moi. la pression foncière est telle Ouais. que Non mais pourquoi on peut rien faire. les jardins? Pourquoi détruire? ouais. Mais on va les laisser quand même les jardins. on peut rien faire. Je crois qu'on est d'accord, mais Ouais. malheureusement, nous n'avons pas été entendus. Ouais, on est tous d'accord. Enfin, en tout cas, on est plusieurs à penser ça. Alors déjà, peut-être vous dire, parce que je ne sais pas jusqu'à quelle heure vous voulez rester, mais en tout cas, pour celles et ceux qui ont envie d'avoir une discussion sur les jardins, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a cette construction de solarium, piscine, etc. Oui, mais ça, je Il y a, voudrais il y a- mais juste pour vous dire que voilà, il y a un rendez-vous demain. Demain, si vous êtes là, monsieur, demain à 18h, on a un rendez-vous au laboratoire d'Aubervilliers, donc ils sont de l'autre côté de la rue, avec un architecte qui connaît bien le dossier. Moi, je ferai aussi une petite présentation pour expliquer historiquement comment est-ce qu'on en est arrivé là. Il y aura plein d'autres personnes du collectif de défense des jardins. Donc si cette question vous intéresse, demain à 18h, je vous donne rendez-vous parce que là, on aura du temps pour en discuter un peu au long. Là, ce qu'on peut peut-être dire en deux mots, quoi, pour ne pas vous laisser avec la frustration de votre question, c'est que, en gros, il y a depuis longtemps la demande par la ville d'Aubervilliers d'avoir une autre piscine, parce que comme vous le savez, si vous habitez à Aubervilliers, il n'y a qu'une seule piscine en fait municipale dans cette ville qui se trouve à côté du théâtre, en face du théâtre de la commune, rue Édouard Poisson, et que c'est insuffisant pour une ville avec 90 000 habitants. Et pour plein de raisons qui sont liées au désinvestissement, au fait que l'État ne donne pas assez d'argent aux villes comme Aubervilliers, cette demande était restée en suspens. Il se trouve que, comme les Jeux Olympiques se passent à Paris et autour de Paris en 2024, l'arrivée de ces Jeux, qui ont beaucoup d'argent pour se financer, a permis le financement de cette piscine. Et donc c'est ainsi que la ville d'Aubervilliers a réussi à faire financer un projet de piscine. Le problème, c'est que la localisation qui a été choisie est autour du parking d'Aubervilliers, et surtout, en fait, le problème n'est même pas celui-là, c'est que pour plein de raisons qui sont liées à l'économie des piscines, en fait, les piscines sont des économies qui sont très fragiles, parce qu'en fait, ça coûte très cher d'avoir une piscine. Et bien, l'économie des piscines qui s'est développée depuis 10 ans est une économie privatisée, où les villes, comme Aubervilliers, délèguent la gestion des piscines à des entreprises privées. C'est ce qui va se passer c'est ce qui est prévu pour la piscine du fort d'Aubervilliers. Comme c'est délégué à des entreprises privées, il faut qu'elles trouvent une rentabilité de leur équipement. Et la manière dont ces entreprises spécialisées ont trouvé de rentabiliser leur piscine, c'est de construire pas simplement un bassin ou deux bassins de base, c'est un bassin plus des activités aquatiques extérieures, donc des espèces de grands toboggans, des cours de gym, d'aquagym, de choses comme ça, apprendre à ses bébés à nager dans l'eau, des saunas, des solariums. Et c'est cette partie-là, en fait, de la piscine d'Aubervilliers, du fort d'Aubervilliers, qui est prévue sur les jardins. Donc c'est pour ça que c'est à la fois un peu technique, mais en même temps, moi je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça dit beaucoup de choses en fait de la déperdition en termes de services publics, en termes de c'est quoi les activités sportives qu'une ville veut offrir à ses habitantes et à ses habitants. Et c'est la raison pour laquelle le point principal, c'est de dire c'est pas une piscine qui détruit les jardins d'Aubervilliers aujourd'hui, c'est ce type-là de piscine, c'est-à-dire son équipement extérieur, solarium, sauna, etc. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus incompréhensible et critiquable qu'elle soit construite sur les jardins, d'autant qu'il y avait un plan alternatif. Donc voilà, on discutera de ça plus en détail demain, mais s'il y a un truc à retenir, je pense que c'est celui-là. Je vous laisse. Bah oui. Et merci. Hein. Et on a gardé l'attention de notre ami jusqu'à présent. Non, mais des beaux terrains comme ça touche cher le terrain. Pourquoi détruire tout? Bah je suis d'accord. Hein?